possibilité aussi aujourd'hui de parler de résilience et c'est un sujet que l'on a touché aujourd'hui, nous, avec Hawi. Donc, moi, très simplement, je suis Thibaut, je suis président de Hawi et ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet. Et donc, quand on dit on travaille en famille, parce que je suis associé avec mon père, tout simplement. Pour démarrer ce sujet en fait sur la résilience, j'ai pris des noms un peu connus pour vous illustrer tout ça. Je voulais vous demander en première question, est-ce que vous savez déjà tout ce que ces personnes ont en commun? À part avoir de super films autobiographiques biographiques sur Netflix, euh, ils ont tous, en fait, tout simplement, si on reprend en fait leur histoire, on a Nelson Mandela, donc qui a passé 27 ans en prison, pardon, et qui est devenu le premier président d'Afrique du Sud en 94. J.K. Rowling, donc après avoir vécu dans une grande pauvreté, a pu écrire en fait tout simplement la saga Harry Potter. Steve Jobs, après avoir été renvoyé de sa société en 89, a pu la réintégrer, la mener au sommet tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, il l'a réintégrée en 97. Arunima Sinha, qui a survécu en fait à une amputation de la jambe suite à un accident, est devenue la première femme handicapée à gravir l'Everest et l'une des premières femmes à gravir l'Everest, tout simplement. Oprah Winfrey, pardon, qui a vécu dans une enfance difficile et a pu devenir la célèbre animatrice de talk show américaine que l'on connaît. Frida Kahlo, si on parle un peu d'art, après de nombreuses blessures et maladies, avoir été alitée toute sa jeunesse, c'est devenu une artiste célèbre et emblématique. Et Luis Amperini, qui est lui un coureur olympique qui a survécu à un naufrage, des années de captivité, qui a réussi en fait et qui prône aujourd'hui, enfin qui prônait parce que monsieur est décédé, justement la résilience et de pouvoir accompagner les personnes. Donc tous ces exemples, en fait, le point commun que toutes ces personnes ont entre eux, c'est tout simplement qu'ils ont connu ce qu'on appelle la résilience. Et la résilience, très simplement, c'est l'une des définitions que j'ai trouvées et que je trouvais très intéressante, c'est la capacité d'un individu, d'une communauté ou d'un système à faire face à des événements stressants ou des chocs et à s'adapter à des situations nouvelles ou changeantes. Ces situations peuvent se manifester à différents niveaux. Si on prend pour des individus, ça va être la gestion du stress, la santé mentale, tout simplement. Pour la communauté, ça peut être la capacité à faire face à une catastrophe et à se reconstruire. Et pour des systèmes, c'est sa capacité à faire face à une récession, maintenir le fonctionnement malgré les perturbations. Je ne vous l'apprends pas, l'expérience nous dit qu'on peut être le mieux préparé du monde, ça ne sera jamais comme prévu de toute façon. Et que ce soit à la fois pour faire pas mal de sport, on va beaucoup en parler d'ailleurs, dans le sport ou dans la vie pro. Et ce qu'on essaye en général d'ailleurs pour prévenir en fait ces différents moments, c'est de se préparer un maximum, de renforcer la communication, de la coopération. Et la question en fait principale nous qu'on s'est posée, c'était comment renforcer en fait cette résilience dès le début. Pour un individu, pour nous en tant que personne, on se disait ce qui était intéressant, c'était de développer des compétences de coping. Les compétences de coping, ce sont toutes les stratégies en fait mentales et comportementales que les gens utilisent pour faire face au stress, aux différentes difficultés, aux problèmes de la vie quotidienne. On est encore en fait dans ce domaine de la préparation. Parce que malheureusement, les événements, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc on essaye de se préparer au maximum. C'est des compétences qu'on peut développer d'ailleurs en développant sa capacité à résoudre des problèmes, à gérer ses émotions, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup, rechercher du soutien social, s'entourer des personnes, avoir des réflexions positives. On a vu beaucoup, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des émissions dans ce genre, simplement de sourire tous les jours face à un miroir. Ça rentre dedans, en fait, tout simplement, c'est les compétences de coping ou même la relaxation, tout simplement, c'est-à-dire être plus serein face à des événements directs. Pour les communautés, les compétences, en fait, pour renforcer la résilience, que l'on a beaucoup, ça va être de renforcer la communication, notamment la communication interne. On parle de communauté d'ailleurs beaucoup pour les entreprises, et développer la coopération, c'est-à-dire développer des systèmes qui vont permettre d'échanger entre nous. C'est exactement l'objectif que fait par exemple la communauté européenne quand ils ont développé ces systèmes pour arriver à l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et pour les systèmes, c'est tous les systèmes qui vont être mis en place, ça peut être des systèmes économiques ou même des systèmes informatiques, c'est de s'assurer que le système est assez solide pour faire face à des événements extérieurs.
Donc ah oui, ces entreprises, donc je vais vous expliquer après, ce sont des boîtes dans le digital et notre travail au début, c'était de s'assurer que le système était le plus solide en fait pour faire face à tous les événements. Vous allez voir, si on parle de résilience, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est sûr qu'ensuite, peu importe en fait la préparation, l'autre grand point de la résilience qu'il faut, c'est être capable de faire face et de prendre en compte tous les facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on essaye de se renforcer un maximum sur un point, mais ce qui est important de faire surtout, c'est d'analyser ses faiblesses pour voir en fait quel problème quel point pourra être touché en premier. C'est de là en fait est venue cette phrase donc qui est le titre de de ce café innovation d'aujourd'hui. Moi, ce que ma courte expérience pro m'a appris aujourd'hui, c'est que ce que c'était réellement une crise, c'était tout simplement en fait un signal que je faisais fausse route. Mais cette phrase, je la trouve assez incroyable parce que elle est, pour moi, elle est très positive et surtout très inspirante. C'est de se dire, OK, il y a eu un moment de stress ou OK, il y a eu un événement, mais c'est une opportunité en fait pour rebondir. C'est une opportunité pour avancer. Chaque moment peut être une opportunité de croissance et de développement, peut être une occasion pour un nouveau départ une occasion pour se réinventer. J'ai bien conscience que c'est très facile à dire. Tous les problèmes sont différents, que ce soit pour des individus, des sociétés, des communautés, mais c'est vrai que ce temps de pause qu'on essaye d'avoir et de trouver en fait une solution et de changer de cap, tout simplement, c'est quelque chose qui est assez important. Euh, ouais. Alors, c'est effectivement donc de se dire que c'est dans la traversée du pire que naît le meilleur. La première phrase, moi que j'ai souvent et qu'on a souvent rencontrée, qui est destructrice, c'est "on a toujours fait comme ça". Et je me suis pendant très très longtemps posé la question pourquoi est-ce que cette phrase était aussi destructrice et pourquoi elle était aussi puissante, tout simplement. C'est-à-dire que "on a toujours fait comme ça renvoie aux habitudes". Le gros problème quand on a étudié les habitudes, ce que c'était qu'une habitude, les habitudes, c'est quelque chose que l'on a développé généralement en fait depuis l'enfance, que ça peut faire partie de l'éducation. Ce sont des choses qui sont enracinées dans notre cerveau, qui sont automatiques et qui sont liées à des émotions. Le gros problème de ça, c'est que changer les habitudes, ça peut sous-entendre derrière qu'il faut changer en tant qu'individu ou en tant qu'action, etc., etc. Et d'un point de vue pro, c'est un sujet qu'on connaît bien parce que c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé. Ah oui est né à l'origine, donc Ah oui, c'est un groupement de plateformes. La toute première était Base 10. Base 10 était une plateforme de location et de proposition de bureaux, places de coworking et salles de réunion ponctuellement disponibles dans des entreprises, des collectivités, etc. Très rapidement, on en a développé une en fait avec un de nos partenaires qui est l'Association des maires ruraux de France, l'AMRF. Et l'objectif, c'était de développer des espaces de travail dans toutes les collectivités, donc toutes les mairies rurales de France. Donc il y a 36 000 mairies en France, il y en a 32 500 qui sont des communes rurales. Donc c'est moins de 3 500 habitants. Le sujet qu'on abordait avec eux, c'était de transformer les communes et de valoriser en fait les espaces qui sont disponibles. C'est-à-dire que dans toutes les mairies, on a des salles qui sont vides. Généralement, c'est la salle du conseil qui sert aux vœux de fin d'année, de début d'année. Le reste du temps, c'est transformé en salle des archives. Pas pour tout le monde, mais de ce que l'on a pu voir. Et on s'est dit, recréer en fait de la vie dans les territoires, ne plus avoir des villages dortoirs, ce serait de recréer des lieux de vie tout simplement et d'avoir en fait ces salles pour des professionnels qui travaillent à distance, organiser des événements, etc. On était purement sur la résilience des territoires. Mais la phrase qu'on a très souvent entendue, ce n'est pas une critique, mais c'est un fait, c'est naturel de fonctionner comme ça, c'est on a toujours fait comme ça. Donc notre principale problématique, en fait, c'était de savoir pourquoi. On a travaillé 4 ans dessus et vous allez me dire, 4 ans, c'est très très long pour s'en rendre compte, pardon. Et moi, une phrase qui m'a toujours animé, qui est, je parle beaucoup de films, mais je suis très cinéphile, une phrase donc, du réalisateur Xavier Dolan, pardon, un réalisateur canadien, je vous recommande ses films, et qui est "Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais".
Je trouvais que c'était une phrase qui était magnifique, d'ailleurs qui m'a toujours accompagné, que ce soit dans le sport ou dans la vie pro, et qui explique peut-être en partie pourquoi est-ce qu'on s'est pendant 4 ans, on a quand même continué à essayer de mettre ça en place, malgré tout. Mais on ne sait d'ailleurs avec Hawaï, moi, il y a une image que l'on a souvent en tête, c'est de se dire on était un peu comme des alpinistes à 400 mètres du sommet de l'Everest, à 1848 mètres, donc sur 400 mètres, et à cette hauteur-là, on est dans la zone de mort. La zone de mort, c'est à 800 mètres au-dessus de 8000 mètres. En fait, un homme ne peut pas rester plus de 72 heures parce qu'il manque d'oxygène. Ça veut dire qu'à cette étape-là, on est obligé d'avancer ou de reculer. Et le moment où on en était, en fait, fin 2022, c'était de se dire, certains nuages arrivent, qu'on commence à capter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend? Est-ce qu'on y va? Et c'est quelque chose, c'est une décision qui est lourde à prendre et pour moi, qui incarne parfaitement, en fait, la résilience. Et ce que j'ai compris différemment récemment, donc c'est que, en fait, ne jamais abandonner, ça veut pas il faut surtout pas le confondre avec s'entêter. C'est-à-dire que, je pense que j'ai eu ça et je pense que c'est quelque chose qui doit un peu me caractériser, ça a été de s'entêter. Alors qu'arrêter, évoluer, se positionner peut aussi être un nouveau départ. J'ai un exemple quand j'ai rédigé d'ailleurs cette présentation, j'ai un exemple qui me vient en tête. Le dernier marathon que j'ai couru, donc c'était le 16 octobre à Amsterdam. Euh, j'avais Bonjour. Donc ce dernier marathon, en fait, j'avais une tendinite au talon d'Achille, due à la surcharge d'entraînement. C'est-à-dire que j'y allais, peu importe ce qui se passait. Mais ça peut paraître assez brut, en fait, de dire comme ça, mais avec la charge d'entraînement que j'avais eue et la telle préparation, je me dis: «Peu importe, je vais prendre la ligne de départ et je vais y aller». Je savais que ma cheville n'allait pas tenir. La question, c'était, quand elle allait lâcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est au 24e kilomètre. Donc est-ce que ça a lâché ou le Doliprane ne faisait plus effet? Mais en tout cas, c'était impossible après de courir. Donc j'ai dû finir, en fait, tout simplement les 18 derniers kilomètres, dans la douleur. On peut se dire que, l'entêtement s'arrête là, mais non. Après un marathon, et tu peux en témoigner, normalement, on a le minimum vraiment recommandé, c'est une semaine de pause, grand minimum. Donc j'ai fait que ce minimum-là, donc j'ai fait une semaine de pause pour reprendre l'entraînement après. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis déchiré le côté des abdos. Parce que, là, encore une fois, c'était de se dire: «Je vais pas abandonner, je vais y aller mentalement et puis on verra très bien ce qui se passe». Sauf que, on là, la limite entre ne pas abandonner et s'entêter est assez monstrueuse. Et j'ai enfin compris la phrase que mon père me disait, qui était, il faut écouter son corps murmurer pour ne pas l'entendre crier. Très joli. C'est des signaux qui sont faibles, en y réfléchissant, je me disais que c'était des signaux qui étaient, très intéressants, en fait, à adopter et à transposer directement, en fait, quand, dans le monde professionnel. C'est de se dire, en fait, se poser, si on reprend l'image de l'alpinisme, c'est de se poser, de regarder et puis de vraiment analyser, plutôt de se dire: «Je suis à 400 mètres du sommet, je vais y aller, quoi qu'il arrive». Ça rejoint d'ailleurs les facteurs de vulnérabilité, c'est ce point d'analyse et de comprendre là où ça peut lâcher. Et en fait, en prenant du recul, on a découvert une première chose qui est assez formidable, qui est, une stratégie orientée produit. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez peut-être vu comment ça s'appelle? Dans la description de l'invitation, je suis prof dans 5 écoles de commerce différentes et c'est un sujet que j'aborde à chaque fois, parce que c'est un sujet que j'aurais adoré savoir et apprendre, en fait, ce que c'était qu'une stratégie orientée produit. Stratégie orientée produit, tout simplement, c'est une stratégie qui est commune à toutes les, entreprises du monde du luxe. Je vous prends un exemple, vous prenez Rolex. Rolex, quand ils ont sorti leur montre iconique qui est la Submariner, leur seul objectif, c'était d'avoir une montre qui était la première montre de l'histoire à résister à 100 mètres, à moins 100 mètres, donc à 10 barres de pression. Eux ont simplement voulu, en fait, avoir ce type de montre. Si on prend le monde du luxe dans l'automobile, Bugatti se sont dit: «On va faire la première voiture de série qui a plus de 1000 chevaux». Pour la petite histoire, ils ont fait une voiture qui a 1001 chevaux. Le côté est assez drôle. Là, ils ont une stratégie, en fait, qui est directement orientée produit. C'est-à-dire qu'ils se sont dit: «Ben, on va faire tellement, enfin, on va faire un produit qui est tellement incroyable qu'il y aura forcément un marché».
Et à côté, donc j'accompagne des entreprises, là j'ai remonté un incubateur, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ont, et que nous avions, mais c'est beaucoup plus facile de voir les défauts des autres que de voir les siens. Et nous, on s'est rendu compte au final que on était également orienté produit. Le premier facteur qui permet d'identifier ça, c'est quand vous vous dites mais pourquoi mes clients n'achètent pas ce que je fais? Ils comprennent pas, etc., etc. Sauf que le problème, c'est là où il faut réussir à prendre du recul et de se poser, c'est de se dire bah peut-être que s'ils n'achètent pas, c'est pas parce que ils sont idiots, ils n'ont pas compris ce que je fais, etc., etc. D'ailleurs, en termes de commerce, c'est pas très génial de dire ça de ses clients. Mais c'est un premier point. Et en fait, ça, c'est une stratégie orientée produit. Mais pour le luxe, ça fonctionne. Nous n'étions pas dans le marché du luxe. Et toutes les entreprises du luxe ne font pas ça. Et c'est pour ça que le premier point, en fait, là, on s'est dit, mais il faut se poser 2 secondes et écouter notre cible, nos clients murmurer. Et c'est là où on a fait, en fait, tout simplement évoluer la chose et puis de se dire comment est-ce que on va pouvoir avoir une stratégie orientée tout de suite client. Et une stratégie orientée client, c'est le moment où on va répondre directement à un besoin. Est-ce que c'est faire évoluer le produit? Est-ce que c'est se réorienter, s'adapter, etc. Et là, on est purement en fait dans la résilience et dans pouvoir en fait se repositionner. Et on a découvert donc une nouvelle chose, une autre chose qui est tout simplement en fait la théorie qu'on a appelée la théorie pour agir. La théorie pour agir, tout simplement, c'est un cycle de 3 actions de 3 étapes, de 3 phases qui peut s'adapter au final à tout ce qui existe et à toutes les entreprises. Les 3 cycles sont assez simples en fait, c'est analyse, lancement et développement. Ces cycles-là, aujourd'hui, on les met en œuvre en fait pour essayer d'expliquer, de comprendre et de pouvoir passer du mode projet au mode action. C'est de se dire que à chaque fois, par une analyse en fait assez fine, on va pouvoir essayer de comprendre quels sont ses besoins. Ça passe par des études de marché potentiellement, mais ça passe aussi par écouter ce que fait la concurrence, ce que va faire d'autres structures, d'autres communautés. Le lancement, c'est la phase qui est d'ailleurs parfois assez compliquée à mettre en place. La problématique principale que j'ai avec tous les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on fait en fait tout simplement pour passer de ce mode projet au mode action? Par où est-ce que je commence? Quand on regarde le problème, quand on regarde en fait un lancement, enfin un projet d'un point de vue global, ça paraît quelque chose qui est énorme, une montagne énorme à gravir, mais au final, on se dit qu'il faut aller étape par étape, étape par étape. Et le développement, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse en fait se réinventer. Toujours continuer à changer, toujours continuer à s'adapter, toujours écouter en fait au final et toujours regarder. Et c'est d'ailleurs, pour développer en fait cette théorie, on a regardé toutes les entreprises qui marchaient aujourd'hui. Si on prend Piaggio, Piaggio qui, c'est par une analyse en fait très fine de la législation, ils ont pu développer les scooters à 3 roues. C'est les premiers qui ont fait ça. Ils ont trouvé qu'ils ont fait l'écart minimum des roues pour pouvoir lancer donc ces nouveaux scooters et puis ça a relancé complètement ce Piaggio. Apple, quand ils ont sorti qui ont révolutionné le marché des smartphones, quand ils ont sorti l'iPhone en 2007, ils se sont dit, dans un lancement, ce qu'il faut, c'est avoir un portable qui s'adapte directement au marché et aux besoins de mes différents clients. Donc, la grande révolution des smartphones, outre le fait que c'est un portable incroyable, même je ne suis pas objectif, mais c'est tout simplement le fait d'avoir des applications. Parce que pendant toute la phase de lancement, ils étaient toujours dans une phase de lancement. Dans une phase de développement, une marque, j'ai entendu qu'il y avait des personnes du Pays Basque, donc vous connaissez très certainement, il y a le siège de Tribord à Hendaye. Tribord a fait quelque chose d'incroyable et fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils organisent des Fab Labs directement avec leurs clients pour que les clients développent les produits dont ils ont besoin. Et donc là, voilà, on est en termes d'expérience client, dans la phase de développement, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Et en fait, on se rend compte que peu importe les étapes, peu importe les cycles, on se retrouve, peu importe les secteurs, plutôt, on se retrouve toujours dans cette logique de théorie des cycles avec une phase analyse, une phase lancement et une phase développement. Mais même quand la phase développement est arrivée, quand on pense avoir fini la phase développement, et ben, en fait, c'est un cercle perpétuel parce que il y a une nouvelle phase d'analyse à faire.
Et j'aimerais conclure cette présentation et puis après qu'on puisse échanger sur tout ça, sur une phrase du philosophe Henri Bergson qui est tout simplement: «L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire». Et je vous remercie.